Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire QV privé sur le gel. J'espère que vous vous portez tous bien. Peut-être que vous avez participé à nos précédents webinaires pendant le premier et le deuxième confinement. Si c'est le cas, c'est un plaisir de vous retrouver, ça fait assez longtemps. Et si ce n'est pas le cas, bienvenue aux nouveaux arrivants. Bonjour à tous. Alors, beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, mais on peut échanger à travers le chat prévu par Livestorm. Donc, n'hésitez pas à nous écrire des petits mots grâce à ce chat. On va attendre que la majorité des personnes se connectent. On est déjà pratiquement 90 connectés en direct. C'est vraiment super. Bonjour. Bonjour, bonjour. Installez-vous. On attend que tout le monde puisse nous rejoindre et on va lancer les hostilités contre le gel. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va faire des derniers petits réglages sur Slack et on va bientôt se lancer. Donc, je vais vous partager une présentation. Bonsoir à tous, bienvenue. On attend qu'il soit 33, 34 pour les derniers retardataires. Et on va commencer. Bonsoir. Alors, du coup, avant de vous partager les slides, je vais vérifier que vous m'entendez bien. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, super. Merci pour vos réponses. Petite consigne. Donc, on peut échanger via le chat pour se dire bonjour, faire des petits commentaires sympathiques, etc. Si vous avez des questions qui nécessitent une réponse un petit peu plus fournie, notamment des questions techniques, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions qui se trouve juste à côté de la partie sondage. Et là, on va essayer de répondre vraiment en détail à toutes les questions que vous aurez posées. Au cours de ce webinaire, vous allez avoir quelques explications que je vais vous donner. Donc, l'idée, c'est qu'on passe une vingtaine de minutes ensemble pour parler vraiment d'une partie théorique sur le gel, pour en fait comprendre le phénomène, parce qu'il faut comprendre son adversaire pour mieux lutter contre et comprendre pourquoi il a fait autant de mal cette année. Et dans une deuxième partie, comme vous le savez, on va faire intervenir plusieurs vignerons qui vont nous parler de leur expérience, nous dire ce qu'ils ont vécu cette année, les comparer avec des années précédentes peut-être, et voilà, nous expliquer ce qu'ils ont mis en place pour essayer de lutter. Et bien sûr, nous donner des nouvelles de leur domaine, puisque pour beaucoup, ils ont été très touchés par le phénomène cette année. Alors c'est parti, on va se lancer dans la partie théorique. Encore une fois, n'hésitez pas à échanger dans le chat ou à poser vos questions dans la section questions, qui est vraiment faite pour les questions, voilà, peut-être un peu plus techniques ou de culture générale, que sais-je. Et si vous voulez qu'on y réponde de façon détaillée, c'est par ici. Donc commençons par parler un petit peu des récents événements, puisque on en a parlé beaucoup dans les journaux télévisés. On a beaucoup évoqué le sujet, mais on n'est pas forcément rentré dans les détails pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va prendre 20 minutes pour comprendre en détail et pouvoir poser toutes les questions nécessaires à nos vignerons en deuxième partie de webinaire. Les vignerons qui vont intervenir, alors peut-être que vous les connaissez, que certains noms de châteaux ou de domaines vous disent quelque chose. Donc, nous aurons Lionel du château Ballac, Charles qui interviendra en direct du château d'Héran, Margot de Chablis,
Émeric du Château Tournefeuille. On aura aussi Vincent en direct de la Côte d'Or et du domaine Déserto-Ferrand. Et un petit coucou aussi de Luc et Rémi qui seront en direct du domaine des Gravennes, donc dans la vallée du Rhône. On prendra également quelques minutes à la fin pour que les vignerons puissent répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter dans un coin de vos têtes pour la suite. Donc, comme je vous disais, on va commencer par un petit peu de théorie pour en savoir un peu plus. Que s'est-il passé? En fait, il y a eu vraiment un épisode de gel hors du commun. Je pense que je ne vous apprends rien si vous avez regardé un peu les journaux télévisés. Ça s'est déroulé pendant la première quinzaine d'avril. Et en fait, ça s'est matérialisé par une grande vague de froid qui s'est abattue sur toute la France, avec des températures allant jusqu'à -9, voire même -10, -11 degrés, qui ont été atteintes certaines nuits. Quelles conséquences ça a sur le monde viticole? Eh bien, une grande partie du vignoble français a subi des dégâts. Donc, selon la FNSEA, la Fédération nationale des agriculteurs, plus d'un tiers de la surface viticole nationale a été touchée et donc avec une vendange détruite. Donc, c'est vraiment exceptionnel à ce niveau. Plusieurs choses sont exceptionnelles en 2021. La violence, donc les températures extrêmement négatives, mais aussi le fait que ça a touché toutes les régions viticoles, à part peut-être 2-3 épargnées, comme l'Alsace, qu'on a cité beaucoup comme la grande région épargnée de cette année. On a des régions qu'on appelle des régions gélives, donc c'est-à-dire qui craignent habituellement le gel, qui doivent vivre avec et pour lesquelles c'est vraiment chaque année une nouvelle bataille qui commence. Donc on peut citer par exemple la région bordelaise, la Bourgogne, qui ont subi des pertes records. Mais plus surprenant encore, on peut citer parmi les régions touchées la Provence, le Languedoc, la vallée du Rhône, du nord au sud. Et ça, ce sont des régions qui habituellement sont beaucoup moins touchées que les autres par ce phénomène de gel au printemps. Donc voilà, c'est vraiment aussi ce côté exceptionnel de la surface totale du vignoble national qui a été touché. Concrètement, ça veut dire quoi être touché par le gel pour une vigne? Eh bien, concrètement, vous voyez le passage du gel sur ces deux photos. Donc, bien évidemment, à gauche, un bourgeon en bonne santé. À droite, un bourgeon après la nuit de gel. En fait, à partir de -2 degrés, -3 degrés, en fonction du taux d'humidité ambiant, on va avoir la sève qui gèle. Et du coup, les bourgeons et les tissus embryonnaires sont brûlés et fanent. Voilà, donc ça, c'est le constat. C'est ce qu'on constate dans les vignes quand on s'y promène en ce moment. Mais pourquoi avril 2021 a-t-il été si dévastateur? Premièrement, parce qu'on a eu un printemps très précoce. Il faut savoir qu'à partir d'une certaine température, d'un niveau d'ensoleillement quotidien, la vigne se réveille et les bourgeons se développent. Jusqu'alors, pendant l'hiver, la vigne est ce qu'on appelle en dormance. La feuille est rentrée dans les racines pour se nourrir. Et en fait, il n'y a pas vraiment de vie dans les sarments de la vigne. C'est donc à partir d'un certain niveau d'ensoleillement et d'une certaine température que la vie va reprendre dans la vigne et que les bourgeons vont commencer à se développer. En fait, au mois de mars 2021, on a eu une chaleur et un ensoleillement exceptionnels. Donc, je vous ai pris par exemple une journée assez emblématique, qui est le 31 mars 2021, qui a été la journée la plus chaude de mars depuis 1900, avec 24,1 degrés, soit 9,5 degrés de plus que la normale. Donc, on constate vraiment que la vigne s'est crue en plein mois d'avril, voire même en plein mois de mai, et s'est développée très rapidement. Pourquoi ça a une conséquence importante? Parce qu'en fait, plus la vigne est développée, plus sa sensibilité face au gel est grande. Donc, de gauche à droite, vous avez une vigne moins développée, un bourgeon en dormance, donc vraiment endormi, qui est vraiment pas sensible au gel, sauf un gel vraiment très très fort. Un bourgeon dans le coton, donc qui commence à se gonfler. On parle de bourgeon dans le coton puisqu'il a ce petit duvet que vous pouvez voir sur la photo. Là, on a quand même une sensibilité qui commence à arriver. Et après, quand on a vraiment de la verdure, on parle de grande sensibilité avec un bourgeon débourré, éclos, qu'on appelle aussi pointe verte. Et alors là, quand vous voyez des feuilles, des débuts de grappes, etc., vous avez une très très forte sensibilité au gel. Et il faut savoir que dans certaines régions, quand cette fameuse vague de gel est arrivée
en avril, eh bien, on avait un développement déjà avec plusieurs feuilles, des grappes qui commençaient à être visibles, donc vraiment une sensibilité extrêmement forte. Il y a des dégâts différents selon les cépages qui sont plantés. C'est important à comprendre parce que ça va vous expliquer pourquoi des régions sont plus touchées que d'autres et dans certaines régions, des vins ou des appellations davantage que d'autres. Déjà, il y a la précocité du débourrement d'un cépage. Plus un cépage va avoir des bourgeons qui éclosent tôt, plus il va être sensible au gel puisqu'il va être exposé plus tôt. En Bourgogne, par exemple, on constate vraiment ça. Les chardonnays, qui ont un débourrement plus précoce, ont été beaucoup plus touchés par le gel que les pinots noirs, par exemple, qui étaient moins développés au moment de l'arrivée de la vague de froid. Et après, on a un deuxième grand critère qui va expliquer les dégâts plus ou moins importants dans les domaines, c'est que les repousses suite au gel sont plus ou moins fructifères. Quand le bourgeon principal meurt, donc est touché par le gel et brûlé, tout n'est pas forcément perdu. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il existe la plupart du temps un petit contre-bourgeon, donc une petite repousse sous le bourgeon, qui peut se développer à la place du bourgeon principal quand celui-ci meurt. Malheureusement, selon les cépages, celui-ci va donner plus ou moins de grappes, et c'est souvent plutôt peu de grappes. C'est pour ça que c'est un espoir, mais ça ne va pas remplacer toute la récolte, malheureusement. Je vais faire une toute petite pause pour voir si vous avez quelques questions. N'hésitez pas à poser les questions dans la section questions, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que tout va bien et que tout le monde m'entend toujours très bien. Je vois que tout le monde est très poli en tout cas et dit bonjour. Super, merci pour vos pouces. On continue alors. Donc là, on a compris qu'il y avait des grandes différences en fonction des cépages choisis. Donc par exemple, chardonnay, pinot noir. C'est vrai dans toutes les régions. Mais pour comprendre vraiment ce qui s'est passé en avril, il faut aussi comprendre le gel, vraiment comprendre l'adversaire, comment il fonctionne. En fait, il y a deux grands types de gel qui peuvent intervenir en France et dans nos vignes. Le premier, c'est le gel dont on a l'habitude au mois d'avril, mai. C'est le gel radiatif, qu'on appelle dans le jargon viticole le gel de printemps. Celui-ci, il résulte de l'accumulation de l'air froid au sol. En fait, pendant la nuit, vous allez avoir une perte de la chaleur que le sol a emmagasinée. Donc, l'air chaud va remonter et l'air froid va rester au sol. Ce gel, il résulte d'un déplacement d'air chaud vers les étages supérieurs. Souvent, en cas de gel radiatif, de gel de printemps, la température la plus basse va être atteinte à l'aube. C'est vraiment un gel nocturne. Il y a un deuxième type de gel qui est le gel advectif, qui intervient plus souvent en hiver, et donc on appelle le gel d'hiver. Celui-ci, ce n'est pas un déplacement d'air chaud, c'est une arrivée de masse d'air froid. Et c'est ce qui s'est passé en avril. Je ne sais pas quand vous écoutiez les prévisions météo, si vous avez remarqué, on disait que des masses d'air froid arrivaient du pôle Nord. Donc c'est vraiment typique d'un gel advectif qu'on appelle gel d'hiver et qui va faire descendre les températures encore plus bas que le gel habituel de printemps. Le fait que ce gel était un gel différent d'habitude a rendu la lutte des vignerons et même des arboriculteurs, des jardiniers, beaucoup plus difficile qu'habituellement, puisqu'on a conçu toutes nos méthodes de lutte en fonction de ce gel radiatif, gel de printemps dont on avait l'habitude, et on ne pensait pas qu'on pourrait avoir un gel d'hiver aussi tard dans la saison. Juste un petit mot aussi, peut-être un peu plus anecdotique pour vous expliquer que ce gel de printemps, les gelées de manière générale qui vont venir faire des dégâts dans les récoltes, c'est pas du tout quelque chose d'inédit. C'est un phénomène avec lequel les vignerons et les agriculteurs vivent chaque année et depuis des siècles. On parle notamment dans le monde viticole beaucoup des saints de glace. Donc qui sont le 11, 12 et 13 mai. Donc, je ne sais pas si vous savez quel jour nous sommes, mais je pense que certains regardent le calendrier avec beaucoup d'attention puisque ça commence demain et que ce sont traditionnellement les derniers jours qui peuvent être froids dans l'année. Ça a une telle importance dans l'imaginaire collectif viticole et agricole qu'il y a eu au Moyen-Âge des processions pour les saints de glace pour tenter de sauver les récoltes. Et ces saints-là, notamment Saint Mamère,
ont été retirés du calendrier des saints officiels par l'Église, puisqu'ils suscitaient beaucoup trop de culte. Donc, vous ne les trouverez pas, en fait, les saints de glace, dans le calendrier officiel qui est distribué chaque année. Voilà, pour la petite anecdote. Donc, maintenant qu'on a essayé de comprendre un petit peu le fonctionnement du gel, on va prendre une minute pour répondre aux questions. Alors, Annabelle nous a demandé quelle était la région qui était la plus touchée. C'est une très bonne question. On n'a pas encore forcément tous les éléments pour y répondre, puisque, comme je vous le disais, on attend beaucoup les repousses pour savoir vraiment en termes de récolte, d'hectolitres, ce que ça va donner. Pour l'instant, la plupart des experts se dirigent vers la région bordelaise, qui aurait été la plus touchée en France. Mais encore une fois, ça va dépendre beaucoup des repousses qui vont intervenir. Alors, les raisins qui apparaissent sur un contre-bourgeon sont-ils de qualité équivalente au bourgeon initial? Tout à fait. En fait, c'est vraiment une question de quantité, la différence. Si vous voulez, les raisins qu'on va trouver sur des contre-bourgeons, ça peut être vraiment des grappes complètes. Simplement, on dit souvent qu'un bourgeon va donner en moyenne 2 grappes, voire un peu plus de manière traditionnelle. Alors qu'un contre-bourgeon, quand il donne une belle grappe, on est déjà content. Et il y a même certains cépages pour lesquels c'est su et dit qu'aucune grappe n'apparaîtront sur les contre-bourgeons. Donc, on ne peut pas, comme certains journalistes le disent déjà, présumer d'une qualité de la récolte. Au contraire, ça peut aussi faire des récoltes très concentrées. Si on a un bel été derrière, ça peut être une année tout à fait intéressante. Mais par contre, c'est la quantité pour laquelle on a déjà vraiment une idée assez significative. J'ai une question aussi qui nous dit, donc on entend souvent parler de la brûlure de soleil lors des gels. Pouvez-vous nous parler du phénomène? Oui, tout à fait. Eh bien, c'est un phénomène qui intervient à l'aube avec un bourgeon déjà fragilisé et les premiers rayons du soleil qui vont venir brûler le bourgeon. Mais je pense que je laisserai peut-être Margot, notre vigneronne de Chablis, en parler, puisque c'est un phénomène très courant quand on utilise le système d'aspersion pour lutter contre le gel. Donc, je vous propose qu'on en reparle dans quelques minutes. Et voilà, et Philippe intervient aussi sur ce sujet-là, la vaporisation d'eau. Tout à fait, Philippe, elle permet de protéger la vigne. Et on va justement détailler cette méthode-là avec Margot juste après. Donc, c'est une très bonne transition pour notre partie sur la protection de la vigne. Je vous ai détaillé un petit peu les différentes méthodes de protection. On verra ensuite avec nos vignerons lesquelles sont utilisées ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les domaines ne sont pas équipés d'un système de lutte. Je vous ai parlé de régions qui ont été touchées cette année par le gel, mais qui ne le sont pas d'habitude. Traditionnellement, ils sont très peu équipés. Dans les régions très gélives, donc j'ai cité Bordeaux, la Bourgogne, les vignerons ont parfois plusieurs types de luttes différents pour s'adapter à la situation de la parcelle. Et aucun système n'est parfait. Ça s'est révélé très vrai cette année. C'est souvent le coût du système de lutte et la topographie de la parcelle qui vont être décisifs. Voilà, donc on ne peut pas vraiment dire qu'il y a de solution miracle. Aucun système n'est parfait. Il faut s'adapter vraiment avec ses moyens. Donc, le premier système dont je voulais vous parler, qui est certainement le plus utilisé, puisque c'est le plus rapide à mettre en place quand on n'a pas d'équipement fixe, ce sont les bougies ou les braseros que l'on place du coup à intervalles réguliers dans les parcelles et qu'on vient allumer la nuit. Donc, la plupart s'allument à la main, comme vous le voyez sur la photo ici à gauche. Je vous laisse imaginer le travail pharaonique que ça représente pour voilà, des surfaces, comme vous pouvez le voir sur la photo à droite, qui est une photo prise en Bourgogne, assez impressionnante et des retours pas forcément efficaces, notamment cette année avec des -9. On tombe dans des températures qui sont trop basses pour l'efficacité des bougies. D'autres systèmes qui sont utilisés, on a les sarcophages, donc on couvre les vignes tout simplement, comme vous pouvez le voir. On a aussi des câbles chauffants qui sont placés dans les vignes pour réchauffer les bourgeons, donc vraiment être au plus près des bourgeons. Une méthode qui est beaucoup utilisée quand on a peu de moyens et qu'on n'est pas bien équipé face au gel, ce sont les écrans de fumée, notamment la fumée produite par le brûlage de bottes de paille.
Donc au-delà de la chaleur, c'est vraiment ces écrans de fumée qui vont venir couper la vague de froid et aussi couper les rayons du soleil dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent être assez dévastateurs à l'aube. Donc voilà pour ces écrans de fumée qui ont été beaucoup utilisés dans le sud de la France du coup. Et ensuite, on a les tours antigel et les hélicoptères. Alors, ces méthodes-là, c'est typiquement des méthodes qui sont utilisées habituellement pour un gel de printemps, où je vous disais donc le gel radiatif où les masses d'air chaud montent et on se retrouve avec le froid qui est près du sol et près de la vigne. Donc ces tours antigel, ce sont en fait vraiment des grandes éoliennes qui vont rabattre l'air chaud vers le bas. Vous l'aurez compris, certaines journées, ça a été mis en place, mais comme le froid était partout avec un gel d'hiver très puissant, à nouveau une efficacité limitée. L'aspersion, enfin, donc on en parlait avec Philippe à l'instant. Effectivement, c'est une aspersion d'eau qu'on fait sur la vigne pour venir protéger d'un glaçon le bourgeon. À l'intérieur du bourgeon, en fait, la température ne descend pas au-delà de moins 1 degré. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était à partir de moins 2, moins 3 qu'on avait un risque pour la santé du bourgeon et finalement la température où la sève gèle. Donc c'est pour essayer de maintenir la température juste au-dessus. C'est notamment une méthode qui est pratiquée à Chablis, on en parlera tout à l'heure. Voilà pour cette partie système de lutte. Alors, je vois qu'on a pas mal de questions. Je vais répondre aux 2 dernières questions et on va passer au témoignage des vignerons. Quelle serait la région la moins touchée, demande François? Eh bien, je pense que c'est l'Alsace. Pour la petite anecdote, nous étions en Alsace pour visiter le domaine Camille Braun avec lequel QV Privé travaille et ils étaient très soulagés. Ils ne dénombraient pratiquement pas de pertes. Ils pensent que le bon Dieu est peut-être alsacien en 2021. Alors j'espère pour les autres régions que ça va tourner un peu, mais très certainement l'Alsace par 2 raisons. Température beaucoup moins froide avec une protection des Vosges et également une avancée de la végétation beaucoup moins importante que dans certaines régions, avec des bourgeons encore bien protégés. Le coût des techniques pour protéger les vignes, c'est une très bonne question, Grégory. Ça va dépendre. Je vous cache pas qu'il a été assez exponentiel, notamment l'achat de bougies. Hein. C'était comme un marché ouvert avec une grosse spéculation, puisque toute la Bourgogne, par exemple, a cherché des bougies à acheter. Donc ça va dépendre. On pourra peut-être poser la question aux vignerons de leur budget et de ce qu'ils accordent à la lutte, parce que ça va vraiment dépendre des méthodes. Alors, je vous propose de regarder ensemble un premier témoignage, qui est celui de Lionel du Château Balac, qui va témoigner en vidéo. Je vais du coup arrêter le partage des slides. Bonjour, voilà. Bonjour à tous. Écoutez, je vais vous expliquer un petit peu le gel et la sortie de gel finalement. Et la sortie de gel finalement. Cette année, c'est une année un peu extraordinaire malheureusement. On a subi 2, 3, voire 4 épisodes de gel. Donc la vigne met du temps à s'en remettre. On a perdu. Ah, je crois qu'on a perdu la vidéo. On va la remettre tout de suite. Évidemment un petit peu de récolte, ça c'est évident, mais comme tous les arboriculteurs et comme tout le monde paysan d'une manière générale. Et là, je vais vous montrer un pied où c'est vraiment très flagrant. On a du mal à écouter Lionel jusqu'au bout, je crois. C'est reparti. Hop, je vais vous remettre tout de suite. Bonjour à tous. Écoutez, je vais vous expliquer un petit peu le gel et la sortie de gel finalement. Cette année, c'est une année un peu extraordinaire malheureusement. On a subi 2, 3, voire 4 épisodes de gel. Donc la vigne met du temps à s'en remettre. On a perdu bien évidemment un petit peu de récolte, ça c'est évident, mais comme tous les arboriculteurs et comme tout le monde paysan d'une manière générale. Et là, je peux vous montrer un pied où c'est vraiment très flagrant. Voilà. Ce côté-là a complètement gelé.
c'est mort. On s'aperçoit qu'il y a des bourgeons qui commencent à ressortir. Donc on peut espérer que ça fasse une grappe pour la récolte. Et de l'autre côté, sur un même pied, on voit qu'il a subi un peu moins de gel, où les grappes sont belles. Voilà. C'est tout le problème du gel. On sait pas comment ça marche. Enfin, on sait comment ça marche, mais ça peut atteindre ou pas des organes sur un même pied. Voilà. Et là, ce pied est quand même très, très symptomatique du gel et du problème de 2021. Bien évidemment, ça ne gâchera pas forcément la qualité du millésime. Il reste tellement de temps à passer que pour l'instant, ça serait prématuré de dire quoi que ce soit sur la qualité, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà. Avis à certains journalistes qui s'amuseraient déjà à dire que comme on a gelé, c'est moins intéressant. C'est pas vrai, on ne sait pas. Voilà. Mais il y a quand même des belles repousses. Et puis on espère qu'on aura une baisse de récolte pas trop conséquente. On estime, nous, sur notre vignoble, autour de 35 à 40%. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous tiendrai au courant. Et en tout cas, on vous remercie pour votre soutien. Cela fait chaud au cœur et ça nous réchauffe le cœur et un petit peu les vignes également. Donc merci beaucoup à tous. Voilà un joli message du coup d'Amélie et Lionel Touché qui étaient très contents de recevoir de nombreux messages et de pouvoir participer à la fois au QV solidaire et au webinaire aujourd'hui puisqu'ils ont été effectivement pas mal touchés. Donc c'est assez beau de dire que quand on perd 35 à 40% d'une année de récolte, on a des petites pertes. Ça prouve bien que on se compare aux voisins et qu'on s'estime heureux quand on a quand même du raisin à récolter, je pense. Puisque vous pouvez l'imaginer, à la fois financièrement et par rapport au travail accompli sur la vigne, ça reste des pertes très conséquentes pour le château Ballac. Donc voilà pour ce témoignage. Si on continue, du coup, je vais vous repasser les slides tout de suite. Et on va passer à nos témoignages en direct. Hop. Donc, nous allons avoir 4 témoignages ce soir. Je sais que vous voyez déjà Vincent, qui est prêt à vous parler de son expérience. Voilà, j'espère que vous voyez à nouveau les slides. J'allais vous les représenter, du coup, nos intervenants. Vous avez, du coup, Margot du domaine d'Henri à Chablis, Charles du château d'Héran en Pessac-Léognan, Émeric du château Tournefeuille, donc la lande de Pomerol, une autre partie de la région bordelaise, et Vincent du domaine Déserto-Ferrand, du coup avec l'exploitation est en Côte de Nuit village, mais de nombreuses appellations de la Côte de Nuit en Bourgogne. Voilà. Donc, nous avons déjà Vincent en direct, donc on va peut-être pouvoir commencer avec Vincent si vous le voulez bien. Est-ce que vous nous entendez bien, Vincent? Ah, on a Charles qui nous a rejoint également. Je vais du coup fermer la fenêtre des slides pour qu'on vous voit un peu mieux. Super. Impeccable. Alors, on va faire un petit tour de table, si vous le voulez bien, pour que chacun puisse s'exprimer. Je vais vous demander déjà, si ça ne vous dérange pas, de vous présenter, de présenter en quelques mots le domaine. On a déjà un petit peu situé la région où vous vous trouvez. Est-ce que Vincent, vous voulez commencer? Vincent? Ce sera le prochain. Est-ce que je peux demander à Margot, du coup, peut-être, de se lancer? Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Très bien. Ok, très bien. Donc, je suis Margot Laroche du domaine d'Henri à Chablis. Je travaille avec ma sœur et mon père. Un domaine qu'on a commencé en 2012 sur différentes appellations de Petit Chablis, Chablis et puis différents premiers crus sur différentes appellations. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Charles, vous voulez nous parler du château d'Héran? Oui, bien sûr. J'espère que vous m'entendez bien. Impeccable. Écoutez, moi, c'est Charles Savigneux. On cultive 25 hectares en Pessac-Léognan et je travaille avec mon père depuis 5 ans. Voilà. Merci.
Émeric? Eh bien, bonsoir. Donc, Émeric Petit, domaine familial également, en Hollande de Pomerol, château Tournefeuille, 18 hectares de vignes, et puis également un tout petit domaine sur Pomerol, château d'Écuyer, et à Saint-Émilion, château de la Référence. Voilà. Super, merci beaucoup. Vincent, est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Ça coupe un petit peu, on entend je ne sais quelques pas mots. si on m'entend. Donc, je suis Vincent Deserto, donc je gère avec ma sœur le domaine Deserto-Ferrand en Côte d'Or. On a une vingtaine d'hectares sur des appellations régionales, des appellations communales et quelques premiers crus. Merci beaucoup. Je vous propose du coup de parler déjà de votre relation au gel. Je vous propose de parler de votre relation au gel de manière générale avant vraiment de rentrer dans l'année 2021. Alors, attendez, hop. Voilà, c'est bon, je pense que ça ira mieux. Donc, on va parler de votre relation au gel avant de rentrer vraiment dans les détails de l'année 2021. Comme je disais tout à l'heure, il y a des régions qui sont plus ou moins gélives historiquement. Est-ce que vous estimez une région gélive? Est-ce que dans les 10, 20 dernières années, vous avez déjà eu affaire à des événements comme cela? Peut-être Charles, si vous voulez. Alors, nous, c'est vrai qu'on est sur une exploitation extrêmement gélive et c'est vrai que depuis les années 98, mon père a commencé à protéger les vignes avec un système par aspersion qui est sur 12 hectares de la propriété, donc une bonne moitié. Et depuis quelques années, nous avons complété ces installations anti-gel avec des tours à vent et aussi des tours mobiles, du coup, pour avoir quasiment 24 hectares sur les 25 qui soient protégés, même si ce n'est pas parfait et on a subi, nous aussi, des pertes quand même cette année. D'accord, donc vous êtes un bon exemple de ces vignerons qui s'équipent de plusieurs moyens de lutte différents pour s'adapter à chaque élément. On parlait du coup d'aspersion. Est-ce qu'on peut peut-être aller à Chablis pour en parler un petit peu avec Margot? Oui, tout à fait. Alors nous, à Chablis, l'aspersion, ça fait quelques décennies du coup qu'on se protège de cette manière. C'était quelque chose qui avait été mis en place à l'époque par la génération de mon grand-père. Ça fonctionne assez bien. C'est vrai que nous, c'est en 2016 où on s'est pris une belle piqûre de rappel parce qu'on s'était fait en 2016 à peu près moins 30% du volume. Et en 2017, quasiment moins 50, moins 60% de volume. Et la jeune génération, en fait, qui avait clairement oublié ce que c'était que le gel de printemps, ça a été une belle piqûre de rappel. Et du coup, l'aspersion, ça fonctionne beaucoup à Chablis en CUMA, en communauté, parce qu'en fait, on est une cinquantaine d'exploitants, une soixantaine d'exploitants sur un coteau. Et il faut que ça fonctionne partout. Toutes nos parcelles sont les unes à côté des autres. Donc, si le voisin ne fait pas une bonne utilisation de l'aspersion, on risque d'avoir nos vignes qui vont être endommagées et puis vice-versa. Donc, l'aspersion à Chablis, ça fonctionne uniquement à partir du moment où tout le monde se bat ensemble pour réussir à avoir un résultat. Et c'est assez efficace. Après, c'est très efficace quand il n'y a pas de vent. Quand il y a du vent, les asperceurs tournent pas correctement et du coup, il y a des zones qui sont mal arrosées et du coup, qui gèlent. Donc voilà, c'est les limites de ces systèmes, mais globalement, c'est quand même très efficace par rapport au reste. Et vous avez du coup quelle surface protégée, Margot, sur tout le domaine? Alors nous, on a nos premiers crus Fourchaume, donc ça représente à peu près un peu moins de 5 hectares de vignobles sur les 22. Et en fait, il y a une rivière en bas des premiers crus Fourchaume qui nous permet d'avoir un pompage directement dans le serin et qui nous permet d'utiliser l'eau, puisque c'est quasiment 40 mètres cubes d'eau par heure, par hectare. Donc, ça demande un volume d'eau hyper important. Et en particulier quand on allume pendant 12 nuits, puisque ça a été allumé pendant 12 nuits à Chablis en avril. Donc voilà, et le reste n'était pas protégé, et donc là, ça a été la catastrophe.
Ok, bon, on parlera de la catastrophe tout à l'heure. Plus tard. Émeric, est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu du côté de la lande de Pomerol s'il y a un historique GELIF Alors, j'active le micro. Vous m'entendez, oui? Oui. Alors, c'est vrai que non. Il y a peu d'historique GELIF sur la propriété. Alors, le dernier historique, c'était 91. Pour le coup, Bordeaux avait été très, très impacté. Ouais, Et puis, qui est effectivement souvent 2017. cité. Comment? Oui. Qui est effectivement très souvent cité comme la dernière année catastrophique. Oui, c'est ça. Et il est vrai qu'entre 91 et 2017, à Bordeaux, enfin, chez nous en tout cas, parce que peut-être un peu différemment dans les Graves ou Pessac, mais chez nous, non, on n'avait pas connu d'événements de gel. Il est vrai que la propriété se situe sur le haut d'un petit coteau, très ventilé, d'où le nom Tour de Feuille d'ailleurs, relativement bien ventilé, et ça, c'est un bel écran contre le gel. Et puis au pied de ce coteau, un étang qui remonte un peu la température. On pourra en parler plus tout à l'heure, mais en tout cas, voilà, une propriété, un vignoble. Et c'est vrai que le plateau de Pomerol est quand même un plateau qui gèle peu. Même en 2017, Pomerol avait peu gelé en général, enfin le haut du plateau en tout cas. On est peut-être un peu plus haut en altitude, des sols, l'altitude pourrait jouer peut-être, et puis les courants d'air. On peut peut-être rester avec vous, Émeric. Donc, on a compris que historiquement, c'était pas forcément un souci récurrent. Et du coup, en 2021, qu'est-ce que ça a donné? Alors en 2021, on s'est quand même un peu penché un peu plus précisément sur la situation parce que c'est vrai que ça devient récurrent. Et il est vrai qu'on s'est aperçu, alors je vois que mes collègues, eux, ont réagi beaucoup plus tôt dans le temps en utilisant l'aspersion. Nous, on a cet étang qui est au pied du coteau. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas l'utiliser. Cette année, ce qui s'est passé, c'est que cet étang est entouré de haies. Et malheureusement, les haies ont fait barrage et ont empêché finalement la circulation de l'air. L'air, les masses d'air froid ont descendu le coteau progressivement, comme en quelque sorte, et puis elles sont venues stagner, s'accumuler en bas au pied du coteau, contre l'étang, mais bloquées par cette haie. Donc on s'est aperçu qu'il faudrait créer des coulées, des ouvertures dans la haie, pour permettre voilà, faire une aspiration, un appel d'air, et bénéficier du réchauffement de l'étang, ça c'est une chose. Et puis, donc, il faut qu'on aménage un petit peu nos haies, en quelque sorte. Peut-être alors, il y a l'aspect plantation d'arbres également, par endroits, qui pourraient casser la descente des masses d'air froid sur le coteau. Donc, on réfléchit à planter des arbres à mi-coteau pour essayer de limiter et ralentir la descente de l'air froid. Et puis, dernier aspect, ça serait l'aspersion. Alors, j'ai une question à mes deux voisins de Chablis et puis de Pessac. On a deux experts de l'aspersion. Et là, ça devient une question. Ce qui me fait peur dans l'aspersion, c'est les masses d'eau qu'on envoie dans nos sols. Est-ce que vous avez des conséquences ensuite, lorsque les gels sont passés, sur des phénomènes un petit peu d'asphyxie racinaire ou même de développement de mildiou? Est-ce que ça, c'est un problème pour vous? Je vais laisser Charles répondre, je pense. Je sens qu'il a envie d'intervenir. Oui, mais en fait, c'est vrai que par rapport à l'eau, alors nous, c'est de la micro-aspersion. C'est un peu différent de l'aspersion qui utilise plus d'eau. Donc, on a des plus petits asperceurs qui permettent d'utiliser que 20 mètres cubes par hectare par heure. Il reste effectivement beaucoup d'eau. Et effectivement, nous, on a vu des conséquences sur les vignes, mais on a des sols extrêmement sableux. Donc, on n'a jamais d'accumulation d'eau sur les sols directement. Par contre, par exemple, cette année, ça a fait beaucoup pousser les mauvaises herbes, ce qui fait qu'on on est encore en train de rattraper les mauvaises herbes qui ont poussé. Par rapport au mildiou, il n'y a aucune influence parce qu'on est toujours sur des températures lors de la mise en route entre 0 et moins 2 degrés et 2 degrés ou 5 degrés positifs. Et du coup, le mildiou, effectivement, il y a très peu de contamination avec le mildiou. Voilà un peu pour ces éléments. Je vais faire des petites traductions novices, si ça vous va, parce que je sens qu'on va être sur un débat de haute volée de viticulture. Donc effectivement, l'aspersion a été citée en fait par beaucoup d'experts comme la méthode la plus efficace en 2021.
pour plusieurs raisons, parce qu'on a aussi un gel spécifique, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui a rendu les tours anti-gel un petit peu moins efficaces qu'habituellement. C'est effectivement la méthode qui permet de lutter contre le gel le plus froid. Et donc ça, c'était très important cette année, puisque les températures sont descendues très très bas. Mais déplacer des masses d'eau comme ça et les mettre dans les vignes, ça n'arrive pas chaque année. Donc, chacun se demande quelles vont être les conséquences à moyen et long terme pour le reste de l'année. Donc, on parle de mildiou, qui est une maladie qui se développe dans les milieux humides. Donc, on peut effectivement penser que si l'eau reste sur une longue durée, on va avoir une conséquence pour le reste du printemps. Voilà. Et après, mettre une grande quantité d'eau dans les sols, pardon. Ça va aussi déstabiliser toute la structure du sol, avoir des conséquences sur les racines, etc. Donc effectivement, rien n'est complètement anodin, même de l'eau, parce que quand c'est en grande quantité, c'est très déstabilisant pour les milieux. Et donc on a entendu Margot et Charles citer les 40-20 hectolitres, c'est vraiment des quantités énormes. Et ça nécessite d'avoir, comme vous l'avez tous les trois, vous avez cette chance-là, un moyen, une ressource en eau à proximité, ce qui est assez rare finalement dans les parcelles de vignes. Pour revenir à vraiment les conséquences directes et se rendre compte un petit peu, on a parlé tout à l'heure d'un bilan national d'un tiers de la surface viticole endommagée. De votre côté, comment vous estimez les dégâts et quelles sont les conséquences sur votre année? Est-ce que Margot, tu veux nous expliquer? Alors nous, on a un vignoble qui est très éclaté sur différents endroits. Donc on a des vignes qui sont sur des plateaux. Et on a eu alors les 2 nuits de gel les plus sévères, elles ont été très différentes. La première nuit de gel, on a eu un peu de pluie. En fin de journée, on voyait les bourgeons qui étaient imbibés d'eau. Et on savait que la température allait baisser. Donc ça, on sait ce que c'est les gelées blanches. On sait très bien que les masses d'air en bas de coteau, on sait qu'on va perdre en général nos bourgeons. En revanche, la nuit suivante, on a eu une masse d'air glaciale, polaire, et qui a gelé aux endroits où en général on ne gèle pas avec la gelée blanche. Donc en fait, les plateaux qui en général sont très peu gélifs, du coup qu'on taille très tôt dans l'année puisque en général ils ne gèlent pas, ont été à 100% gelés cette année. Et là-dessus, on a même les seconds bourgeons qui ont gelé. Donc on est vraiment sur une situation compliquée sur les plateaux. Et puis à des endroits, on a du mal à comprendre pourquoi il y a eu beaucoup moins de gel. Donc c'est ce que disait tout à l'heure, je pense Lionel dans sa vidéo, c'est qu'on a du mal à comprendre exactement comment le gel a impacté certaines vignes. Il y a certains bourgeons qui ont pris, certains qui n'ont pas pris. Quand on regarde dans les vignes aujourd'hui, on peut avoir sur une branche un bourgeon en pleine forme et tout le reste qui est mort. Et on se demande comment c'est possible d'avoir ça. Et donc en moyenne, on a du mal encore à estimer la perte concrète, mais je pense que sur ce qui n'a pas été protégé, on est plutôt autour de moins 80%. Et sur ce qui a été protégé, plutôt sur moins 20%. Donc, il y a quand même un vrai impact. Une belle efficacité quand même du système de lutte. Ouais. Mais un millésime 2021 qui s'annonce, qui va briller par sa rareté. Oui, et puis peut-être des difficultés à tailler la vigne l'année prochaine si des bourgeons ne sortent pas pour nous permettre de tailler la bonne structure de vigne pour l'année prochaine. Oui, tout à fait. C'est super intéressant. On ne se rend pas forcément compte. On pense qu'il va juste manquer des grappes. Mais en fait, il ne va pas que manquer des grappes, il va manquer de la vigne. Et ça, c'est un phénomène dont on ne se rend pas forcément compte. Je ne sais pas si chacun ici l'avait en tête. Mais voilà, quand on parle de perte de récolte, on parle de perte pour l'année en cours. Mais malheureusement, ce n'est pas juste la grappe qui est absente, c'est l'ensemble du rameau. Donc effectivement, c'est un cep de vigne qui va avoir une tête complètement différente l'hiver prochain de ce qui était prévu à l'origine. Donc des conséquences sur le long terme finalement, en tout cas le moyen terme.
Est-ce que, du coup, Émeric, vous voulez nous parler de façon peut-être un peu plus chiffrée des conséquences de votre côté, ce que vous avez noté? Ouais, d'une manière chiffrée, c'est toujours difficile aujourd'hui à ce stade d'être très précis dans les chiffres. Bon, suite au gel, j'étais assez pessimiste et je voyais de 50% de perte, alors ce qui reste assez modéré par rapport à vous autres. Mais aujourd'hui, j'en serais peut-être revenu à 20-25%, globalement sur tout le vignoble, sachant qu'en effet, nous avons des parcelles qui, pour le coup, ont gelé à 80% et puis d'autres qui n'ont pas gelé du tout. Donc, c'est quand même très, très hétérogène. Mais voilà, je pense que sincèrement, voilà, sur la région de Pomerol, on a quand même été relativement épargné. Et tant mieux. Voilà. Il faut s'en réjouir après tout. Mais il y a des endroits sur Bordeaux, et notamment, parce qu'on a entendu dans le Sauternay, dans les Graves, Pessac, etc., où là, ça a été beaucoup plus Vous faites même les transitions à ma place, Émeric. Voilà. Que s'est-il passé dans les Graves, du coup? Écoutez, ça a été effectivement compliqué. Hein. Les bilans sont compliqués à faire. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est important que les gens comprennent, c'est que entre les gens qui ont l'habitude du gel et d'autres qui sont un peu novices sur ces dégâts-là, c'est très compliqué d'estimer les dégâts. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas bien ce que nous promet la vendange. Et nous, ce qu'on sait, c'est que la vérité sera vraiment au moment des vendanges où on aura les raisins dans les cuves. D'ici là, c'est très compliqué parce qu'on peut avoir encore de la grêle qui peut survenir, on peut avoir des dégâts de mildiou, on peut avoir encore des problèmes avec du botrytis, avec de la coulure aussi, tout simplement, une mauvaise fécondation des fleurs. Et donc, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais on sait globalement ce qu'on a perdu. Et nous, on estime que sur la propriété, on a globalement perdu 20%, ce qui n'est pas énorme en soi aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a une succession de millésimes à petit rendement et c'est plus ça qui nous préoccupe. C'est que déjà en 2016, on avait un peu gelé. En 2017, c'est 2 tiers en moins. 2018, c'est une récolte normale, mais 2019, c'est encore une demi-récolte. 2020, on va voir. Mais en 2020, non, on a encore perdu. Il nous manque 20%, plus à cause du mildiou cette année-là. Donc cette année, si on va encore sur une petite récolte, c'est toujours les propriétés viticoles qui sont vraiment très compliquées en termes de disponibilité de vin et donc financière. D'accord, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est toujours finalement agréable qu'on parle des problèmes de la viticulture de façon ponctuelle quand un gros événement intervient, mais on ne se rend pas forcément compte qu'il faut lisser sur 10 ans pour vraiment avoir une vue intéressante des conséquences sur les exploitations. Je vous propose de prendre quelques minutes pour répondre aux questions qu'on a reçues des clients. On a notamment une question, comme on parlait de contre-bourgeon et de repousse, sur la difficulté du décalage de maturité. Est-ce que vous anticipez dès maintenant le fait que des bourgeons principaux et des contre-bourgeons vont avoir des grappes à maturité décalée? Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une difficulté que vous voyez arriver? Dites-moi, vous voulez que je vous donne la parole? Émeric, peut-être? Ah, alors attendez, on va vous remettre le micro. Oui. Voilà, parfait. Je pense que cette année, oui, c'est toujours pareil. D'une certaine manière, comme les parcelles, on a eu des parcelles très touchées, et dans ce cas-là, elles vont être homogènes parce qu'elles ont été relativement touchées d'un bloc. Dans leur malheur. Ensuite, pour les parcelles. Pardon, vous m'entendez? Dans leur malheur, elles auront au moins ça. C'est ça, exactement, dans leur malheur. Mais globalement, je ne pense pas qu'on ait ce problème autant que ça avait pu l'être en 2017. En 2017, là, on s'était aperçu au moment des vendanges qu'il y avait des gros écarts. Il avait fallu être très, très rigoureux et vigilant sur le tri des raisins au moment de leur cuvage, parce qu'on voyait vraiment des disparités, même au sein même des grappes. Et puis donc, voilà, dans ce qui rentrait de la vendange, on avait des grappes encore bien vertes qui rentraient. Cette année, je suis peut-être un peu plus confiant sur cet aspect.
Mais bon, quoique, on voit quand même malgré tout là des bourgeons qui sont en train de sortir en ce moment. Et il est certain que ces bourgeons, voilà, on voit des petites grappes qui apparaissent, donc super. Mais voilà, on a maintenant un décalage de 3 semaines. Hein. Oui, tout à fait. Et on peut peut-être aussi préciser que du point de vue de la maturité de façon générale, la vigne a été déstabilisée dans le sens où on parlait d'une grande. Alors attendez, hop. On parlait d'une grande précocité au mois de mars dans la présentation tout à l'heure. Donc effectivement, ça a joué pour beaucoup sur les pertes importantes de récoltes et de bourgeons. Mais du coup, la tendance s'est inversée. On a eu un vrai arrêt dans la maturité et le développement végétatif. Quand vous vous projetez un petit peu sur les vendanges, vous vous projetez à quelle époque? Est-ce que ça va être des vendanges très tardives? Peut-être à Chablis, Margot, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour ce qui a été protégé, nous, ça va être sûrement décalé d'une semaine, peut-être. D'accord. Par rapport aux 20 dernières années, la Chambre d'agriculture, elle fait en général des estimations, et là, l'estimation est plutôt sur une semaine de retard. En fait, le problème, c'est que, comme les gens ont pu le remarquer, enfin, en tout cas à Chablis, il fait quand même très frais pour la saison, et quand on compare par rapport aux autres années, en général, même si on a quelques nuits de gel qui peuvent endommager, derrière, en général, ça repart. Là, le problème, c'est qu'il fait tellement froid, il y a beaucoup de vent, et du coup, on se dit que tout va se décaler et on va sûrement avoir peut-être 3 semaines, 1 mois de vendange, alors que nous, on travaille que sur du chardonnay. Donc, en général, la problématique, elle est plus de dire on a une fenêtre de 8 jours pour tout vendanger. Et là, ça va être peut-être des arrêts à certains moments entre des parcelles pour vraiment essayer d'aller au plus proche, parce qu'on ne pourra pas se permettre de faire 3 passages dans nos vignes. Et en même temps, il faudra quand même à un moment donné qu'on aille vendanger. Donc, c'est ça qui va être difficile. Je pense que le choix de la date de vendange va être très compliqué. Ok, merci. On a une question de Christophe également, qui demande combien y a-t-il de rameaux par cep, et est-ce que pour compenser l'année prochaine, on peut mettre plutôt 2 fois plus de rameaux qu'habituellement pour compenser cette perte, ce manque de sarment qu'il y aura? Est-ce que ça peut être compensé à la taille? Charles? En fait, c'est une question assez intéressante, hein, et sur lequel beaucoup de gens, effectivement, optent, mais notamment sur des vignobles, on va dire, à plus haut rendement, sur lequel on est plutôt moins qualitatif. Dès qu'on rentre un peu sur des sols qui sont du coup plus, on va dire, limitants en termes d'alimentation et notamment de fertilisation et de disponibilité en eau, on ne peut pas trop jouer sur les quantités de bourgeons, parce que déjà, à la sortie des bourgeons, c'est quand même un moment compliqué pour la plante de faire sortir les bourgeons. Et donc, chaque bourgeon sont comptés à la taille, et on veut ni en laisser un de trop, ni il faut en mettre suffisamment, mais pas trop. Et c'est vraiment à 1-2 bourgeons près la taille, quand on veut chercher un très bon équilibre sur la pousse de la vigne par rapport à sa production. Donc, c'est compliqué de laisser des bourgeons en trop, on risque d'épuiser les pieds de vigne, et du coup d'avoir des chutes de rendement à 5-10 ans, chose que l'on ne souhaite pas. On veut garder les vignes le plus longtemps possible. C'est pour cela qu'on va restreindre le nombre de bourgeons, et du coup on n'a pas une marge énorme. Mais par exemple, aujourd'hui, nous, les 20% de pertes, concrètement, on laisse 8 bourgeons maximum sur une plante, 20%, c'est-à-dire qu'il va me rester 5-6 bourgeons qui vont produire du raisin. Je sais que si j'amène ces 5-6 bourgeons jusqu'à la fin de l'année, je peux encore avoir une récolte qui pourrait être quasiment normale. Après, j'en doute parce que, au vu des dégâts, je ne pense pas qu'on arrive à maintenir tous les raisins qui vont sortir aujourd'hui jusqu'au bout. Et du coup, c'est là aussi compliqué de faire les bilans, et c'est compliqué d'anticiper en termes de viticulture, que ce soit de trop avancer les tailles, de tout tailler au dernier moment, par exemple, pour essayer de décaler la pousse de la vigne. C'est très compliqué à faire, surtout sur les domaines qui ont une certaine taille.
Et en plus, on va gagner une semaine sur la pousse de la vigne à la limite. Mais là aussi, c'est rarement suffisant par rapport aux gels qui peuvent survenir. Là encore, les dernières dates où on a mis en route les systèmes anti-gel, c'était il y a 10 jours, je crois. Donc là, les vignes étaient déjà très sorties. Donc en termes de là-dessus, c'est vrai que c'est compliqué d'agir sur le nombre de bourgeons sur la vigne. Mais effectivement, on n'a peut-être pas assez insisté sur le caractère exceptionnel de l'année 2021 dans la durée de la période de gel. Et également, on craint encore à l'heure actuelle le gel. Margot parlait tout à l'heure de 12 nuits consécutives d'aspersion à Chablis, ce qui est vraiment exceptionnel. C'est aussi beaucoup de nuits blanches. J'ai peut-être pas posé la bonne question au tout départ. J'aurais peut-être dû vous demander comment allez-vous? Est-ce que la fatigue a été rattrapée? Margot, j'ai vu beaucoup de choses sur Instagram postées très tôt le matin. Oui, on avait des rondes par tranche de 3 heures. Donc, on vit un peu une vie à part pendant un mois. Après, je dirais que c'est comme pendant les vendanges, quand il y a cette tension et ce stress. Les vignes, ce sont un peu tous nos enfants. Il y en a 6000 par hectare, donc ça fait beaucoup d'enfants à s'occuper en une nuit. Et en même temps, il faut avoir les yeux partout. Et puis la fatigue, on sait qu'on la rattrape. On aura le temps de se reposer plus tard, pas en mai ni en juin, parce que après c'est les traitements et puis la saison en vert, mais en espérant qu'on ait le mois d'août pour se reposer. Voilà. Bon, les vendanges tardives seront les bienvenues du coup. Une question peut-être pour Émeric qui est posée par François, puisqu'on parlait un petit peu de la topographie de Pomerol tout à l'heure. François qui nous demande si on peut penser qu'avec une forte déclivité, la vigne est plus facile à protéger. Est-ce que l'inclinaison a une grande influence? Plus il y a de la pente, plus le froid descend et vient s'accumuler en bas. Les froids d'ailleurs arrivent, démarrent depuis les toits, arrivent bien sûr de l'atmosphère, descendent sur les toits. Et alors là, les toits des maisons sont déjà des sources d'accumulation de froid. Aussi tous les résineux, les grands pins, les pins parasols, les cèdres sont des pompes à froid. C'est pour ça que les anciens plantaient toujours un lilas en bas des cèdres, pour justement essayer de condenser ce froid et faire en sorte que le froid n'aille pas plus loin que le cèdre, donc soit réchauffé par le lilas. C'est une belle idée. Mais en effet, oui, le coteau. Alors, le coteau, pour nous à Tournefeuille, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur cette situation de vent, on est sur un lieu de vent. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas tellement la situation de côte qui fait que le froid s'accumule en bas, mais par contre, c'est cette situation de ventilé qui est intéressante et positive. Voilà. Alors, c'est vrai que par rapport à ce que disait Charles tout à l'heure, on essaye aussi parfois d'attacher nos lattes un peu plus tardivement dans la saison. Il peut y avoir aussi la possibilité de débourgeonner. Donc, on repasse après les gels, on revient sortir quelques bourgeons en trou. Mais c'est une tâche supplémentaire. Voilà. Bon, il y a des options et c'est vrai qu'on réfléchit un peu à trouver des nouvelles solutions qui sont beaucoup de petits détails. Il n'y a pas une solution miracle. Il y a beaucoup de petits détails. Oui. Oui, tout à fait. Finalement, on parle, en fait, on a montré des photos, on parle de lutte qu'on fait de façon ponctuelle au moment où le gel intervient, mais il y a tout un tas de petites choses qu'on cite et qui sont possibles de faire intervenir dans le quotidien viticole. Donc, effectivement, Charles parlait de tailler plus tard pour retarder la pousse de la vigne. On peut lier aussi, donc venir coucher la vigne un peu plus tard. Il faut savoir, je ne sais pas si tout le monde s'en rend compte, on a souvent des sarments de vigne qui vont se tenir assez droit. Quand on vient plier, eh bien ce bourgeon-là, il perd 20 cm. Et 20 cm, c'est parfois 1 degré. Encore une fois, l'air chaud monte. Donc, rester au vent et à une température légèrement supérieure, ça peut aussi sauver quelques bourgeons, comme l'expliquait Émeric. Et puis, on parle finalement adapter tout son travail au cours de l'année à ces nouvelles conditions
climatique ou se rappeler de comment faisaient les anciens, comme disait Margot tout à l'heure, puisque c'est vrai que finalement, c'est un éternel recommencement. J'ai peut-être une dernière question prise dans la liste des questions posées. Mathieu, qui nous demande si vous avez expérimenté ou si vous pensez expérimenter des méthodes de lutte un peu nouvelles. Effectivement, la spotlight sur le monde viticole pour le gel va peut-être donner des idées, des créations d'entreprises, des nouvelles luttes. Est-ce que vous êtes tenté par des essais? Nous, on a mis en place un système de câble électrique Ouais. devant notre domaine. C'est pas vraiment, enfin, c'était déjà un essai. Alors, c'est un investissement qui est très coûteux à mettre en place au début. Il faut une grosse puissance pour pouvoir chauffer les vignes, puisque on va chauffer en fait les résistances à quasiment 15 degrés pour que le rayonnement autour de la résistance puisse maintenir les bourgeons à une température supérieure à 0. Et l'essai qu'on a fait devant notre vigne, devant notre domaine, et c'est vraiment ce qu'on a trouvé de plus efficace. Le seul problème, c'est que ça ne chauffe que les bourgeons qui sont vraiment accrochés sur la baguette, sur le fil de baissage. Et ce qu'on appelle, nous, les coursons, à Chablis, les bourgeons qui vont nous permettre de recréer notre future structure et charpente l'année prochaine, eux ont souvent gelé. En revanche, ce qu'on retrouve sur la baguette le long de la résistance a vraiment très bien résisté. Et on voit que la vigne n'a pas souffert de la même manière qu'en lui envoyant de l'eau froide pendant tant de nuits. Quand je compare mon système électrique à mon système par aspersion, je peux que constater que ma vigne a moins souffert. Après, on ne peut pas oublier une chose importante, les étés sont de plus en plus chauds et secs, la vigne a besoin d'eau, et un apport d'eau au printemps, c'est pas négatif pour la vigne à un moment donné. Donc, à ce jour-là, quand j'observe mes vignes, je dirais la partie électrique, il y a peut-être quand même quelque chose à faire, mais c'est important de regarder le bilan au moment des vendanges pour voir les intérêts de chaque lutte, quoi. D'accord, merci beaucoup. Des méthodes révolutionnaires à Bordeaux? Pas encore. Je sais que pour expliquer un petit peu peut-être aussi le contexte au Château d'Héran, Charles, c'est peut-être pas des méthodes révolutionnaires, mais c'est des investissements importants. Au niveau des tours anti-gel, vous étiez récemment équipés. Donc ça, c'est peut-être intéressant aussi de le noter. C'est vrai qu'on s'est équipé suite à l'épisode de 2017 où on a vu que les épisodes de gel s'aggravaient. C'est-à-dire qu'on avait plus souvent du gel avec des durées plus longues, plus de nuits de lutte, et qui a survené soit très tôt avec des vignes très en avance, soit très tard jusqu'au 5-8 mai. Et donc, on a vu qu'on avait besoin d'une protection supplémentaire sur le vignoble. C'est pour ça qu'on investit dans des tours à vent et des tours mobiles pour compléter un peu et notre aspersion. Alors nous aussi, c'est vrai que l'aspersion, on a beaucoup de chance d'avoir de l'eau à disponibilité dans des marais, ce qui fait de l'eau disponible, on va dire, de manière superficielle et donc relativement écologique parce que c'est de l'eau qui est en surface, qu'on remet en surface et que l'on va repomper 2 jours après pour être utilisé. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et c'est vraiment une chance déjà d'avoir 12 hectares en tout qu'on gère de manière autonome. Et c'est vrai qu'on regarde un peu avec beaucoup d'attention ce qui sort sur le gel, mais il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas concrètement ou qui ont des bilans très mitigés. Et aujourd'hui, on sait que le plus efficace, ça reste les tours à vent et l'aspersion, concrètement. Et ça reste les systèmes les plus écologiques aussi, parce qu'en brassant de l'air, on n'a pas beaucoup de pollution, même à part la pollution sonore, qui est importante, certes. Mais derrière, on n'utilise pas de fumée et il n'y a pas de combustible non plus qui est utilisé. Les câbles chauffants, c'est vrai que c'est une solution qui est très tentante. Alors, je ne sais pas combien vous en avez exactement en superficie
Il me semble qu'en termes de consommation électrique, c'est très, très compliqué à mettre en place, cher. Et puis, effectivement, c'est une gestion là aussi qui est compliquée. On peut couper des fils, ça peut ne pas fonctionner. Je pense que aucune solution n'est merveilleuse et toutes sont assez compliquées à mettre en place, il me semble. Oui, c'est peut-être le bilan à retirer. Malheureusement, il y a encore beaucoup de recherches à faire et en fait, chaque année, le gel est très différent. On l'a vu tout à l'heure, Margot l'a très bien expliqué, même à 2 nuits d'écart, on peut avoir un gel complètement différent. Gel de printemps, gel d'hiver, c'est très difficile de l'anticiper. Je vous propose de conclure avec 2 petites choses. Alors, je vais repartager mes slides. Hop, pour vous parler quand même hop, alors là, on a toutes les questions qu'on a déjà traitées. Pour vous parler des cuvées solidaires, on a organisé ce webinaire du coup en proposant à nos vignerons de participer, puisqu'on avait envie de vous expliquer ce qui s'était passé. Nous avons mis en place une initiative solidaire, c'est-à-dire que chacun des domaines touchés par le gel, des domaines cuvées privées, a proposé une cuvée en particulier qui est disponible à l'achat. Les fonds de cette vente sont complètement reversés au domaine et vous avez la jolie surprise d'avoir toutes les étiquettes des acheteurs et des donateurs sur l'étiquette de votre cuvée. Donc voilà, faire une bonne action avec en plus son nom sur l'étiquette, c'est toujours très sympathique. C'est directement sur notre site, n'hésitez pas à participer. Vous retrouverez notamment les cuvées des vignerons qui ont participé ce soir. Avant de vous passer une dernière petite vidéo qui est un petit mot de remerciement de Luc et Rémi de la vallée du Rhône qui font partie de ces vignerons du Sud, Suze-la-Rousse plus précisément, très touchés alors que ça ne leur arrive que très rarement. Ils vous ont préparé un petit mot. On pense du coup aussi aux vignerons de Bourgogne, par exemple Vincent qui n'a pas pu s'exprimer comme il l'aurait souhaité ce soir, mais qui a été aussi particulièrement touché, notamment ses chardonnays. Je vous expliquais tout à l'heure que les chardonnays étaient spécifiquement touchés en Bourgogne. Et on pense aussi, par exemple, à Romain du domaine Barrault-les-Pernot, à Puligny-Montrachet, qui est parti acheter des bougies dans le Jura, qui a fait des kilomètres, et alors que celles-ci se sont révélées infructueuses. Voilà, plein de petites anecdotes qui seront très sympas à raconter dans 10 ans, qui sur le coup faisaient un petit peu mal au cœur. Donc ça nous tenait à cœur de parler un petit peu de tout ça. J'arrête de parler et je vous passe ma petite vidéo. On tenait à vous remercier là, pour votre soutien, pour la solidarité vous avez fait preuve. On a eu beaucoup de messages d'encouragement, de soutien qui nous invitent à continuer et de toute façon on aime trop notre métier, alors on continue et puis ça fait partie des petits coups durs, mais on va les surmonter et on sera encore là pour vous fournir des bonnes petites quilles. À bientôt, au revoir. Voilà, un petit dernier mot positif de Luc et Rémi à Suze-la-Rousse. Eh bien, on va se quitter. Je vous remercie vraiment de votre participation tous les trois. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours d'expérience qui ont beaucoup de points communs, mais aussi beaucoup de différences en fonction des régions. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot de la fin. Allez, on va faire l'honneur aux dames. Margot. Non, merci à tous en tout cas de nous soutenir. C'est toujours super agréable et en particulier après un an de Covid où on n'a pas pu voir trop nos clients parce que on n'a pas pu aller les voir. Donc communiquer via nos clients, par cuvée privée en particulier, ça a été très touchant et vraiment de grands supports émotionnels en tout cas. Merci beaucoup. Allez, on part dans les graves. Eh bien, c'est vrai que nous aussi, j'ai été même surpris. C'est la première année que je préviens les voisins quand on met en route les éoliennes, enfin les tours avant, pour le bruit que ça génère. Et c'est la première année qu'il y a quasiment tous les gens que je préviens qui nous ont soutenus et qui m'ont dit courage, c'est difficile, mais c'est pas grave, ça ne nous dérange pas. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était très touchant parce que ça a été effectivement
particulièrement dure. Et c'est vrai qu'une des détresses dans laquelle sont beaucoup de vignerons, c'est qu'on voit qu'avec le changement climatique, on a très peur des prochaines années qui vont venir avec, nous on le pense, probablement ces phénomènes de gel qui vont être de plus en plus récurrents. C'est vrai que c'est inquiétant. Mais de l'autre côté, on garde le moral et on sait qu'on arrivera à tenir et à s'adapter à tous ces changements. Merci beaucoup. Aymeric, je vous laisse l'honneur de conclure. Écoutez, oui, merci de gérer. C'est vrai qu'on a reçu beaucoup de soutien, comme le dit Charles. Et puis bravo à QVPV pour cette initiative d'organiser ce petit webinaire et puis surtout aussi d'organiser la mise en place de ces cuvées solidaires. Je trouve ça vraiment sympa de votre part. Donc merci. Et puis en effet, pour résumer et conclure ce que Charles et Margot disaient tout à l'heure, ça reste un grand défi. On maîtrise encore assez mal la lutte contre ce froid, même si on a bien sûr des éléments, des nouveaux outils. Ça reste quand même très coûteux. Voilà, donc on est toujours encore un petit peu ces serpentins de papier là qui gesticulent pour essayer de faire diminuer le froid. Mais bon, on y croit, c'est l'essentiel. On y croit, c'est l'essentiel. Eh bien, merci beaucoup. On a eu un record, je dois vous dire, et je pense que votre participation y est pour beaucoup. On a eu un record du nombre de connectés webinaires QV privés. C'était très intéressant de pouvoir échanger. Et je vous dis à très bientôt, voire même à demain pour certains. Puisque je suis en direct de Bordeaux et c'est un plaisir de pouvoir vous parler en direct des vignes. Voilà. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour votre attention, pour vos messages sur le chat. On n'a pas forcément réagi, mais on a tout lu, c'est promis. J'espère que toutes les questions ont été traitées. Si ce n'est pas le cas, on est disponible par mail quand vous voulez. Et merci beaucoup pour tous les encouragements qu'on a reçus dans le chat. Ça nous va droit au cœur. Très bonne soirée et bon apéro, je crois, pour beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci.